Cette vidéo est sponsorisée par Novium. Novium, rappelez-vous, ce sont les overpens, les stylos stylés qui tiennent en équilibre impossible grâce à un aimant. Et spoiler, maintenant on peut les faire graver. Il y a la fête des pères qui arrive. Je dis ça, je dis rien. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de stylos qui lévitent. Je veux dire, oui, ces stylos ont un design innovant. Et oui, ils sont fabriqués en aluminium de qualité aéronautique. Mais ce sont avant tout de vrais bons stylos. En plus d'être de vrais beaux stylos. Je pourrais vous parler du Overpen Future, qui existe en combo roller et plume, incliné à 60 degrés sur sa base, et qui est une bête de stylo plume à utiliser. Ultra confortable. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler du Overpen Interstellar. Le stylo qui est incliné à 23 degrés 5, comme la Terre sur le plan de l'écliptique. Un stylo qui existe en version or, ou en version avec un véritable éclat de météorite. Saviez-vous qu'il était désormais possible de le commander avec une gravure ? Oui, on sait, tu nous l'as spoilé il y a 1 minute. Oui, mais là on est sur une gravure fine, discrète, élégante. Bref, la classe. Ça reste un cadeau exceptionnel à faire, ou à se faire, c'est pas interdit non plus. La fête des pères, En suivant le lien qui est dans la description avec le code promo YPENSER ou en scannant le QR code qui se trouve ici. Bénéficiez de 15% de remise sur tous les overpens pendant les 72 heures qui suivent la publication de cette vidéo. Au-delà, vous aurez tout de même une réduction, mais de 10%. Et la livraison est offerte en France et dans toute l'Europe. Alors, encore une fois, merci à Novium de continuer de me faire confiance. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une technologie véritablement révolutionnaire et dont vous avez tous entendu parler. Souvent d'ailleurs, on va être honnête, sans avoir aucune idée ni de ce que c'est, ni d'où ça vient. C'est tout simplement l'une des plus grandes avancées pour la médecine génétique, qui a également conduit à l'une des dérives scientifiques les plus controversées, l'édition du génome humain. Aujourd'hui les gens, on parle de CRISPR-Cas9. Ça se prononce Cas9 et pas Cas9. Notre histoire commence en 1993 à l'université d'Alicante en Espagne où le doctorant Francisco Mojica, je sais pas comment ça se prononce, mais vous savez quoi, le gars, on va l'appeler Francis. Bref, Francis étudie les archées. Les quoi? Les archées constituent l'un des 3 domaines du vivant avec les bactéries et les eucaryotes. Archée, littéralement, ça veut dire vieux, comme dans archéologie, qui, comme chacun sait, est l'étude des vieux. Et on a longtemps confondu archées et bactéries. On les reconnaît comme un groupe à part entière que depuis à peu près les années 70. Certains ont la possibilité de coloniser un milieu dans lequel on pensait tout simplement la vie impossible. Source hydrothermale à 100 degrés, lac hyper salé, sol arctique. Et c'est d'ailleurs précisément ça qui en fait un sujet d'étude. L'idée que les réactions chimiques nécessaires aux vivants n'étaient tout simplement pas possibles dans ces milieux. Et les archées de Francis vivent dans des salines de la mer Méditerranée. Il étudie des micro-organismes qui barbotent dans du sel. En gros. Sauf que Francis, lui, il s'en tape de savoir si c'est quelque chose qui va exciter beaucoup de monde ou pas. C'est un sujet que lui, il aime et qui l'intéresse. Cela étant, on va être clair, et j'ajoute qu'à ce moment de l'histoire, c'est parfaitement clair également pour Francis, quand on étudie ce genre de machin, on ne s'attend absolument pas à révolutionner la médecine. Le truc, c'est que en séquençant leur génome, il va remarquer un truc chelou. Des séquences d'ADN qui se répètent régulièrement, comme un genre de motif. Et entre chacun de ces motifs, un petit bout de séquence unique, qu'il appelle provisoirement un espaceur. Et il sait pas ce que c'est, mais ça existe. Et comme il est scientifique, il le note, et puis il passe à autre chose. C'est ce que font les scientifiques quand ils découvrent un truc dont ils n'ont aucune espèce d'idée de quoi en foutre. Mais bon, vous le savez, un scientifique, pour vivre sereinement sa carrière de scientifique, il a besoin de publier régulièrement. Si bien qu'il va publier ce machin en 1995. Et il continuera, bon an mal an, à bosser un petit peu tout seul sur le machin, parce que, on va être clair, c'est un truc qui intéresse à peu près personne. Ouais, voilà. Personne. Mais à force de persister, ces séquences qui se répètent, il va en découvrir encore et encore, dans d'autres archées, mais également chez des bactéries. Et là, il pige toujours pas ce qu'il a sous les yeux. Mais il commence à tiquer là, quand même. Oui, parce que là, il y a tout de même des répétitions qui sont conservées par l'évolution dans des espèces qui n'ont juste rien à voir les unes avec les autres, qui sont loin. Et c'est pas tellement l'ambiance dans l'évolution de garder un truc pour la déco. S'il y a un truc qui est conservé dans la durée, qui plus est entre des espèces radicalement différentes les unes des autres, c'est que ça doit servir à quelque chose. Mais on est dans les années 90, et années 90, l'informatique,
Les outils pour approfondir la caractérisation de ces séquences, c'est des outils qui sont, comment dire, jeunes. Exactement. C'est des outils qui sont primitifs sa mère. Petit saut dans le futur, nous sommes désormais en 2003. Francis s'est planté dans son labo un soir avec 2 étudiants. Et plutôt qu'aller se mettre des caisses dans un bar avec des collègues, il s'amuse avec les outils bioinformatiques qui émergent et aligne des séquences d'ADN. Grosse ambiance donc. Et il compare les séquences de ces fameux espaceurs avec ce qui existe dans les bases de données génomiques en ligne. Et à force d'empiler, ils finissent par tomber sur un truc auquel ils s'attendaient pas du tout. Les espaceurs correspondent à des séquences de virus. Genre, il y a du génome de virus dans le génome des archées et dans le génome des bactéries. Précisément, il y a du génome de virus bactériophages dans l'ADN des bactéries. Donc, de virus qui bouffent des bactéries. Et ce que ça signifie, c'est que cette bactérie, dans son arbre généalogique, non seulement elle a un ancêtre qui a été confronté à une attaque de ce virus et qui y a survécu, mais en plus elle a gardé dans son propre ADN la trace de ce virus. Genre, elle a un mugshot de police du virus dans son ADN. Genre, le virus, il est archivé dans son propre génome. Donc là, Francis, il émet l'hypothèse que les organismes simples, qui n'ont pas de système nerveux, de système lymphatique, bref, qui sont pas du tout complexes, peuvent avoir un genre de mémoire immunitaire. Ils ont découvert une forme primitive de système immunitaire adaptatif planqué dans des organismes dont je répète que jusque-là, globalement, personne n'avait strictement rien à foutre. Ces séquences seront ensuite nommées Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat ou CRISPR. Il n'y avait pas plus simple comme nom. Non, les biologistes, ils préfèrent garder les noms à la con pour les gènes. Genre Sonic, ou Pokémon, ou Smog. J'invente pas, c'est des vrais gènes. Motivé comme Jaja, Francis, là, il fait péter la machine à écrire, et il écrit un article. Mais il a pas du tout utilisé une machine à écrire, de quoi tu parles? Et vu la gueule de son article, il se fait pas chier, il l'envoie à toutes les grandes revues. Normal, la base. Nature, refus. Normal, la base. PNAS, refus. Normal, la base. Molecular Microbiology. Quand même, je veux dire, là, c'est le sujet, Refus. Normal, la base. C'est comme un genre de pattern, là. Comme quoi, des fois, ça doit être une espèce de mode d'envoyer chier les scientifiques qui révolutionnent leur domaine. Note pour les chercheurs qui regardent cette vidéo. Ne vous découragez pas si on refuse votre article. Vous avez peut-être un truc énorme entre les mains. Titre ? Oui, là, oui. Toujours est-il qu'après 2 ans, en février 2005, son papier est enfin accepté et publié dans le Journal of Molecular Evolution. Une revue respectable, on va dire. Niche. Très niche, oui, mais respectable. Oui, voilà. Donc Francis, il est un peu déçu, même si, en vrai, ça va. Le truc, c'est qu'il y avait déjà un japonais, Yoshizumi Ishino, héritier des Yakuza de la province. Non, c'est juste Yoshizumi Ishino. Point. Mais non, mais c'était juste rien du tout. Il faut que t'arrêtes avec ce truc-là. Tu sais comme c'est chiant de jouer à Ghost of Tsushima ou Ghost of Yotei avec toi à côté? Non, mais c'est juste rien, ça suffit maintenant. Putain, mais il y a des bips dans les parenthèses maintenant. Ça va trop loin l'histoire. Il y avait donc, je disais, un japonais, Yoshizumi Ishino, qui avait déjà parlé en 1987 de ce truc à la fin d'un article. Et de façon complètement anecdotique en plus. Et tout pareil que Francis, sans avoir la moindre idée de quoi faire de cette info. Ce qui fait que l'info avait pas fait plus de bruit que ça. Après, pendant que Francis y bossait, il y a au moins 2 autres groupes qui ont découvert également ces répétitions. L'équipe néerlandaise de Ruud Janssen, d'ailleurs c'est elle qui va officialiser le terme CRISPR, ainsi que des bioinformaticiens qui manipulaient des datas sans forcément piger la portée biologique de ce qu'ils étaient en train de manipuler. Mais ces 2 équipes vont publier en mars 2005. Ce qui fait que c'est bien Francis qui va être le premier à publier la caractérisation de ces séquences. Mais ça s'est joué à ça. Bon. Francis, il a compris le quoi. Le micro-organisme est capable de garder une archive de ses ennemis. Ok. Mais pour l'instant, personne n'a le comment. Comment est-ce qu'on passe de « Eh mais je le connais ce virus » à « Oh comment je vais fumer ce fils de pute » Entre alors en scène une microbiologiste française, Emmanuelle Charpentier, qui étudie Streptococcus pyogenes. C'est une bactérie qui donne des angines et des infections cutanées. Et on est bien d'accord, jusque-là, rien de particulièrement sexy. Mais en étudiant la régulation des gènes de cette bactérie, elle tombe sur un petit ARN étrange et dont absolument personne ne sait ce qu'il fait. Et elle l'appelle tracer RNA. Elle pige que c'est un truc important, elle comprend que ça a un lien avec CRISPR, mais il lui manque une compétence bien spécifique, la biochimie structurale des molécules d'ARN. Et c'est là qu'arrive Jennifer Doudna. Lors d'une conférence à Porto Rico en 2011, Emmanuelle Charpentier croise Jennifer Doudna
dans un couloir. Juste, à ce moment de l'histoire, Doudna, c'est déjà une pointure mondiale dans son domaine. Je dirais professeur à Berkeley, spécialiste mondial de la structure et du mécanisme des molécules d'ARN. Les deux femmes ne se connaissent alors absolument pas quand Emmanuel Charpentier accoste Jennifer Doudna pour lui parler de son traceur RNA, pour lui parler du CRISPR, et de l'hypothèse qu'elle a, selon laquelle le tout fonctionne ensemble. Et bingo, le duo est né. Voilà. Duo qui gagnera le prix Nobel de chimie en 2020. Rien que ça. Doudna racontera d'ailleurs à plusieurs occasions que cette rencontre fortuite dans un couloir a littéralement changé sa vie. En plus, évidemment, d'avoir révolutionné l'avenir des biotechnologies. Merci de rien. Si ça se trouve, vous avez déjà croisé dans un couloir une personne qui aurait pu vous mener au Nobel. Mais cette personne ne vous a pas accosté. Salopard d'égoïste. Bon, avant d'en venir à ce que Charpentier et Doudna ont fait ensemble, et qui donc leur a donné le prix Nobel, je rappelle, on va déjà commencer par expliquer ce que fait CRISPR dans la bactérie. Ça peut être une bonne base. Oui, parce que vous allez voir, c'est par là que tout commence. De façon très schématique, pour survivre à une infection virale, ou alors juste j'en profite en vitesse parce que ce truc, on n'y pense jamais. Vous savez, quand vous chopez un machin, genre la crève, et qu'on vous dit attention, les antibiotiques, c'est pas automatique, il faut d'abord savoir si ce que vous avez chopé est viral ou bactérien, avouez que vous n'avez jamais pensé au fait que la bactérie elle-même, elle peut choper la crève. La bactérie peut choper une infection virale. Reste à savoir si vous pouvez choper un truc bactérien avec une bactérie qui elle-même est en train de subir une infection virale. De façon donc très schématique, pour survivre à une infection virale, les bactéries comptent sur une armée de protéines dont le rôle est de couper les séquences d'ADN étrangers. C'est une forme simple d'immunité. Si l'ADN est découpé en morceaux, le virus ne peut pas se répliquer. Et si le virus ne peut pas se répliquer, la bactérie ne peut pas être détruite. Pas de palais. Pas de palais. Mais bien évidemment, les virus, comme absolument tout le reste d'ailleurs, évoluent. Et à force d'évolution, réussissent à contourner les systèmes simples, et donc il faut quelque chose de plus efficace. Et donc, lors de la baston, il y a des protéines qu'on appelle Cas1 et Cas2 qui sélectionnent des fragments d'ADN du virus pour les intégrer au génome de la bactérie dans les séquences CRISPR. Et à la rencontre suivante avec le même virus, la bactérie produit un ARN à partir de cette archive, le cRRNA, qui porte la séquence précise du virus pour la reconnaître rapidement. Ce cRRNA s'associe alors avec une protéine, la Cas9, et cette association est permise grâce à un genre de connecteur, et le connecteur en question, c'est le fameux traceur RNA d'Emmanuel Charpentier. La Cas9, guidée par le cRRNA, parcourt l'ADN du virus, trouve la séquence correspondante, et la coupe. Propre et net. Et c'est une fin de carrière pour le virus. Comment? Non, je veux dire, c'est game over, quoi, pour le virus. Ah! Ok. Donc ça, c'est le système CRISPR-Cas9 qui existe dans les bactéries depuis des millions d'années, pendant que nous, on regardait juste ailleurs, en fait. Ok, c'est cool, mais juste, enfin, on est tout de même loin d'une révolution technologique, là, non? Je veux dire, là, on parle d'un mécanisme qui permet de couper l'ADN de virus de bactéries. Je veux dire, paye ta révolution. Attends. On va y venir. Ce que Charpentier et Doudna pigent en 2012, c'est que si on arrive à pirater ce système, potentiellement, on peut lui faire ce qu'on veut. Ah, désolé, là, j'ai pas. Ok, donc là, il va falloir que je vulgarise à balle. Alors, je vous connais, les étudiants en biologie, là, qui plus est en microbiologie. Restez calme, c'est de la vulga. En gros, le système CRISPR-Cas9, il contient une séquence d'ARN. Et lorsqu'il est confronté à l'exacte même séquence chez un virus, mettons, il la coupe, propre et net. Il voit, ça correspond, c'est mastermind, c'est les mêmes couleurs dans le même ordre, boum, et coupe. Et ce que veulent dire Charpentier et Doudna quand elles parlent de pirater le système, c'est nous qui choisissons la séquence ARN qui est dans CRISPR-Cas9. Et juste, histoire qu'on reste propre, en version un peu moins vulgarisée, si la Cas9 suit les instructions du cRNA guide généré à partir de CRISPR, il suffit de fabriquer un ARN, donc un ARN synthétique, qu'on va appeler sgRNA pour Single Guide RNA, un ARN synthétisé en laboratoire, et alors, même si j'ai envie de dire programmé en laboratoire, et ce machin-là, on pourra lui faire cibler n'importe quelle séquence d'ADN. Et pas seulement celle d'un virus. Ah, attends, comment ça, n'importe quelle séquence? Ouais, alors, c'est la Cas9, elle en a rien à foutre de savoir si l'ARN qu'elle transporte, c'est un truc qui vient de virus, d'humain ou de pingouin. Tant qu'on la guide pour aller couper la séquence équivalente ailleurs, pas de problème. Une fois que t'as ton ARN guide,
Tu prends la séquence codante de la protéine Cas9, tu prends l'ARN guide, tu balances le tout dans la cellule qui contient le génome que tu veux modifier. Et alors ça, juste, ça peut vous surprendre. Moi, ça me fume à chaque fois, mais les biologistes moléculaires, ils savent très bien faire. D'ailleurs, c'est super intéressant, mais pas du tout l'objet de cet épisode. Mais franchement, c'est un truc à réfléchir de faire un épisode là-dessus, parce que je vous assure que j'ai pas d'autre façon de le dire. C'est super intéressant. Ensuite, la Cas9, elle va scanner le génome jusqu'à trouver la séquence correspondante à l'ARN guide. Et si elle la trouve, boum, Cas9, coupe, propre et net. Et juste, qu'on soit clair, une fois que c'est coupé, on peut modifier le génome de la cellule. Et pour faire ça, on fait appel au mécanisme naturel de réparation de l'ADN. Soit on laisse la coupure nette, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse le soin à la cellule de se réparer toute seule. Et ça fait intervenir un mécanisme qui s'appelle NHEJ, pour Non-Homologous End Joining, mécanisme rapide, mais peu fidèle dans la réparation. J'explique. Ça arrive naturellement, hein, des ruptures dans le double brin. Ça arrive, voilà. Et ça peut être grave si c'est pas réparé rapidement. Et ce mécanisme-là, il permet une réparation très rapide pour que la cellule survive, mais souvent avec des erreurs dans l'ADN une fois que c'est réparé, ce qui désactive le gène qui a été coupé. Quand ça arrive naturellement, normalement c'est pas bien grave, on a généralement 2 copies du même gène. C'est l'intérêt d'avoir des chromosomes par paire. Et donc, la plupart du temps, on s'en fout si on en perd une. Et j'ai bien dit la plupart du temps, c'est pas la peine de me faire chier pour me dire que des fois ça marche pas. Je le sais. Le problème, c'est que CRISPR-Cas9, s'il est confronté à cette situation, il va couper les 2 copies en fait. Oui. Et donc, inactiver le gène. L'autre option, c'est de fournir à la cellule un modèle de remplacement pour qu'elle répare, grâce à un mécanisme appelé HDR, pour Homology Directed Repair. Mais là, en utilisant justement le modèle qu'on lui fournit. En gros, on fournit une séquence qui servira de référence, donc ça fait moins d'erreurs que NHEJ, mais c'est également moins efficace. Et alors juste, habituellement, le modèle utilisé est déjà présent dans le génome de la cellule. Mais là, on contourne le système pour apporter notre propre modèle, et donc une nouvelle séquence. Bon, après, on développe aussi d'autres trucs très très énervés, pour info. Du genre, tu peux directement apporter une séquence que tu vas intégrer dans la coupure. Là, si vous visualisez l'ADN comme un texte, c'est littéralement du rechercher-remplacer, ce qu'on fait. Mais le mécanisme est beaucoup plus complexe et pour l'instant, ça marche pas encore foufou. Et c'est clairement plutôt utilisé dans les labos pour des applications de recherche. Excuse-moi juste un instant, je te coupe. Oui. À t'écouter, j'ai l'impression qu'on sait déjà faire un paquet de trucs avec l'ADN. Alors pourquoi on le faisait pas avant, on savait pas faire? Alors, en vrai, on savait un peu. Avant CRISPR, il existait déjà des techniques d'édition de l'ADN. Les ZFN et les TALEN notamment. Mais c'était des techniques super longues à développer, genre il faut des mois pour cibler un seul gène. Ça coûtait super cher et c'était vraiment dispo que pour des laboratoires très 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 spécialisés. Non seulement CRISPR est beaucoup plus accessible, ne serait-ce que financièrement, mais en plus, les délais passent du coup avec CRISPR à quelques jours ou quelques semaines. Ok, merci. Charpentier et Doudna font la démonstration de leur système, et leur article paraît dans Science en juin 2012. Et elles ont eu, comment dire, beaucoup moins de soucis que Francis pour publier, là. Ouais, là, ça a été. En quelques mois, il y a des dizaines de laboratoires qui reproduisent, et ça, je le rappelle, c'est essentiel. Un consensus scientifique sans reproduction, c'est moins valable, mais également adapte et améliore. Et en 2013, Feng Zhang, au Broad Institute de Boston, démontre que CRISPR fonctionne dans les cellules humaines. D'ailleurs, Feng Zhang, il lancera une immense guerre des brevets contre Charpentier et Doudna pour essayer de récupérer leurs inventions et avec elles, les royalties liées à toutes les applications développées. Et vous savez quoi? C'est une autre histoire. Oui, mais ça existe, certes. Le mécanisme immunitaire des micro-organismes des marais salants est devenu, et mine de rien, en genre 10 ans, l'un des plus puissants outils de biologie moléculaire de l'histoire. Rien que ça. Donc, évidemment, ça va sans dire, prix Nobel de chimie pour Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Et Francis? Quoi, Francis? Pas de Nobel pour Francis? Non. Pas de Nobel pour Francis, il fait partie des oubliés de l'histoire. Oubliés, on en parle, nous, de Francis. Ah, on en parle. Ouais. Tu me rappelles son nom de famille? Et à partir de là, où est-ce qu'on va? Le cas le plus connu, c'est le traitement contre la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui touche des millions de personnes dans le monde, principalement en Afrique subsaharienne, qui provoque
des crises de douleur intenses, des complications sévères et, si jamais jusque-là c'était trop simple, une espérance de vie réduite, voire fortement réduite. En 2023 et 2024, les agences du médicament américaines et européennes approuvent la première thérapie CRISPR-Cas9 contre la drépanocytose. Et les patients en essais cliniques rapportent des résultats proches de la guérison en une seule intervention. En oncologie, les cancers. Donc, on reprogramme les cellules immunitaires pour les rendre capables de reconnaître et d'aller attaquer les tumeurs cancéreuses. En agriculture, on développe des végétaux et des animaux capables de résister aux maladies sans introduire d'ADN étranger, ce qui signifie que techniquement, et fonction des diverses réglementations dans tel ou tel pays, ce ne sont pas des OGM. Techniquement, non. Et en médecine, on envisage de modifier des cochons pour rendre leurs organes compatibles avec les humains. Pour faciliter les greffes. D'une certaine manière, on pense pouvoir soigner des maladies en fabriquant des hybrides homme-cochon. Ouais, il y a Yann de 12 par sec qui voudrait savoir si ce serait possible dans la foulée de fabriquer des hybrides femme-cochon. Ne finis pas cette phrase, s'il te plaît. Je lui dis non alors. Tout ça pour dire, les applications se développent vite, mais clairement pas aussi vite qu'on le pourrait. Oui, parce qu'avec ce genre de technologie, notamment en Occident, on a plutôt tendance à être un peu prudent. Ce qui, selon moi, est une bonne chose. Mais c'est pas le cas partout. Nous sommes à Hong Kong en 2018 à la conférence internationale sur l'édition du génome humain. La salle est pleine à craquer de pointures du métier. Et un chercheur chinois peu connu, He Jiankui, prend le micro. Alors, j'ai sans doute mal prononcé son nom, mais on s'en fout parce qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler He Jiankui. Et vous allez voir que non, c'est pas méchant. Dans le plus grand des calmes, He Jiankui annonce qu'il a fait naître des jumelles dont il a modifié l'ADN dans le fœtus grâce à CRISPR-Cas9. Précisément, il leur a désactivé le gène CCR5 qui code le corécepteur nécessaire au VIH pour infecter les cellules. Et le VIH, je rappelle, c'est le virus responsable du sida. He Jiankui, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu les gamines résistantes au variant le plus connu du virus du sida. Assez naturellement, le gars s'attend à avoir une ovation monumentale. Il se dit, mon gars, ce soir, tu conclus. Voilà. C'est pas ça qui se passe. En fait, il jette un froid glacial. L'ambiance repose en paix jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que He Jiankui, il a pas soigné de maladie, là. Hein. Les gamines, elles étaient pas malades. Non seulement ça, mais je rappelle que le gars, en plus, il a modifié les gamines avant leur naissance. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que la modification qu'il a faite ne concerne pas juste ces deux gamines. Une modification qui est faite sur un embryon est dite une modification germinale, c'est-à-dire que c'est une modification qui va se répandre à toutes les cellules de l'organisme, y compris les cellules reproductrices. Et la modification se transmettra donc à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Le gars, il a pas juste édité des jumelles, il a édité leurs deux lignées. En mode, bah ouais, pourquoi pas. Alors que, si on reprend l'exemple de la drépanocytose, CRISPR-Cas9, tu modifies que des cellules qui vont pas être transmises aux enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que Doudna a déjà exprimé le fait qu'elle avait peur des applications possibles. Elle sait que, en gros, elles ont fourni au monde une méthode pour jouer Dieu. Et elles savent qu'elles l'ont fait en connaissance de cause. Donc, Doudna, elle a un peu senti venir le truc. Elle a d'ailleurs raconté avoir fait un cauchemar après avoir compris le potentiel de CRISPR-Cas9, où elle était abordée par un gars qui lui demandait d'expliquer la techno, tout ça, et sauf que le gars, c'était Hitler. Au cas où il aurait un petit projet d'amélioration raciale. En 2019, He Jiankui est condamné à 3 ans de prison avec interdiction d'exercer, et le kit qui va bien. Et on va être clair, aujourd'hui, les gamines, elles vont bien. Voilà. Mais cette histoire a quand même foutu un immense bordel dans le milieu scientifique. Malgré cette polémique, cependant, on continue à améliorer l'outil et on exploite maintenant d'autres systèmes, avec par exemple des Cas13, des Cas13, pour modifier l'ARN. Il y a plein d'équipes un peu partout dans le monde qui développent actuellement des traitements à partir de systèmes CRISPR-Cas pour soigner des maladies génétiques. Et au-delà de la technologie, s'il y a vraiment un truc à retenir de tout ça, en plus de penser à vous abonner ou à vous réabonner, c'est que peu importe le sujet de recherche, même le sujet le plus fondamental et qui n'intéresse absolument personne à la base, peut entraîner une révolution. Je veux dire, un truc qui n'intéressait personne, que personne ne regardait, dans un bouillon salé où personne n'allait, étudié par un gars qui savait absolument pas quoi en foutre, qui savait pas ce qu'il regardait, ce machin-là a quand même permis de bâtir un monument de la science qui est encore actuellement en construction. Alors, restez curieux, même si tout le monde s'en fout. Et prenez le temps d'y penser.